Journal. RTNC, la grande édition du journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition de Journal Magazine que j'ai le plaisir de vous présenter avant l'heure habituelle, justement pour vous permettre de suivre la finale de la Coupe d'Afrique de Nations entre le pays hôte, la Côte d'Ivoire et le Nigeria. Tout de suite, le sommaire de votre journal. Une nouvelle science prend de l'ampleur et impose ses marques depuis quelques années. Il s'agit de l'intelligence artificielle, de l'architecture aux médias, en passant par l'enseignement. Plus rien ne lui résiste. De quoi s'agit-il exactement? Quels sont ses avantages et inconvénients? Nos enquêteurs ont percé la question. Vous suivrez leur dossier dans la partie magazine de cette édition. Et ce dimanche, les projecteurs sont sur les femmes de science, une journée leur consacrée pour les encourager à s'investir davantage dans le secteur. Nous avons tendu notre micro à une jeune dame qui ne jure que par la science pour écrire son histoire. Vous apprécierez la détermination dans un grand reportage que vous sera proposé dans la partie magazine. Mais avant d'y arriver, il y a plus chaud en termes d'actualité. Bonsoir à tous. Situation dans l'est du pays, outre l'option militaire, l'approche non militaire porte de fruits en Ituri. Ce week-end, plusieurs représentants de groupes armés et des communautés, notamment l'Hindou et Emma, se sont retrouvés pour discuter sur la paix, une lueur d'espoir pour la population qui voit en ce geste la fin de la violence dans la province de l'Ituri. La pacification de l'Ituri entre désormais dans sa phase décisive en territoire de Djougou. Membres de groupes armés et communautés locales décident de fumer le calumet de la paix. C'est le résultat de l'approche non militaire imprimée par le lieutenant général Luboyanka Johnny. Pour la toute première fois, ses ennemis d'hier se sont retrouvés ce samedi 10 février 2024 à Tchéli dans une rencontre de sensibilisation et de cohabitation pacifique. Les communautés Lendou, Emma, Ndokebo et Banyali ainsi que les groupes armés autodéfense et IRDPC, Kodeko, Aksembaou et Pimbo ont répondu présents à ces rendez-vous de paix. Un motif de joie pour l'initiateur de cette rencontre, le chef de secteur de Walendu Djati, Justin Goudza. Vraiment, nous devons être en harmonie pour la sensibilisation, le renforcement, la transformation. Pour ça, nous devons être leaders transformationnels. Pour la population locale, cette rencontre est une lueur d'espoir pour la fin de la violence armée en Ituri. Occasion pour les représentants de ces groupes armés d'interpeller la conscience collective de certains d'entre eux à revenir à la raison. Nous voulons la paix car la paix est très importante et nous respectons l'acte d'engagement de Nairobi et Arusha. Parlant au nom de l'administration militaire de l'Ituri, le colonel Jeff insiste sur le caractère patriotique devant caractériser tout et chacun. Lentement et sûrement, la violence armée laisse place à la reconstruction et le développement de la province de l'Ituri. Ça fait l'actualité depuis hier. Plusieurs jeunes se sont spontanément mobilisés dans quelques villes du pays ce week-end pour dénoncer ce qu'ils qualifient de complicité, passivité de l'Occident dans la guerre imposée à la RDC par le Rwanda. Certains ont investi quelques chancelleries occidentales. Voici à quoi cela ressemblait. À l'instar des forces vives de la ville-province de Kinshasa, qui ont observé un sit-in devant les différentes chancelleries occidentales pour fustiger le silence complice de la communauté internationale, les jeunes luchois se sont levés pour dire non à cette guerre injuste. Ces jeunes épris de paix et solidaires avec leurs frères et sœurs de l'Est du pays ont dénoncé le silence de la communauté internationale, mobilisant toute la jeunesse pour faire échec à ce plan machiavélique et malveillant visant la balkanisation de la RDC, a noté Chanda Smith Aaron, l'un des jeunes manifestants. Nous avons décidé de ne plus se plaindre, mais de revendiquer car cette terre nous appartient.
Des jeunes des différentes associations se sont rassemblés au Square Forest à Lubumbashi pour exprimer leur solidarité avec les Congolais victimes des atrocités à l'est de la République démocratique du Congo. Munis des cartons, des drapeaux de la RDC et des bougies, ils ont défilé en scandant des slogans contre l'ingérence du Rwanda et l'inaction de la communauté internationale. Sur leurs cartons, on pouvait lire des messages tels que « Les Occidentaux sont complices »,« Rwanda is killing »,« Des cœurs avec les habitants de Goma »,« Paix et justice pour notre peuple » et bien d'autres slogans encore. Ils ont dénoncé la passivité de l'Occident et de la communauté internationale qu'ils accusent de soutenir le Rwanda dans cette guerre qui dure depuis plus de 2 décennies et qui a fait des millions de morts et des déplacés. Communauté internationale, vous les Occidentaux, l'hospitalité de l'Afrique n'est pas une faiblesse. L'hospitalité du Congo n'est pas une faiblesse. Par rapport à ce qui se passe à l'est de la RDC, comme nous ne pouvons pas être là sur place, nous voulons leur montrer et leur faire voir qu'ils ont notre soutien. La manifestation s'est déroulée dans le calme et le respect. Les jeunes ont promis de répéter ces genres d'actions jusqu'à ce que leur voix soit entendue et que la situation change à l'est de la République démocratique du Congo. Cette manifestation n'était pas totalement pacifique. Quelques débordements ont été constatés, des faits immédiatement condamnés par le gouvernement qui rappelle que les installations des diplomates étrangers et du personnel de la MONUSCO sont inviolables. Peter Kazadi est vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. On l'écoute. De la République fait constater que ce qui s'est passé aujourd'hui, quand bien même que nous comprenons certaines frustrations de nos compatriotes par rapport à ce qui se passe à l'est du pays, mais la manière dont les manifestants ont procédé viole plusieurs dispositions du droit international. Nous tenons donc à rappeler que les installations des diplomates étrangers, du personnel de la MONUSCO sont inviolables. Le gouvernement de la République ne peut pas accepter que nos citoyens s'attaquent à ce corps qui est bien protégé par le droit international. Nous pensons que toute personne qui veut manifester est libre de le faire, mais dans le respect des règlements et des lois de la République. Nous avons un régime sur les manifestations. Chaque fois que quelqu'un veut manifester, il adresse une correspondance à l'autorité compétente, on autorise et la police sera derrière pour encadrer, ce que nous n'avons pas constaté aujourd'hui. Nous demandons donc à notre population de se calmer parce que le gouvernement de la République est conscient de ce qui se passe à l'est du pays. Le front se trouve à l'est, l'ennemi est à l'est. Nous devons consacrer notre énergie à attaquer cet ennemi, les combattre ensemble et nous sommes convaincus que nous allons les renvoyer d'où il est venu. Il ne sert donc à rien d'entretenir une tension dans la capitale de notre pays. Travailler pour la montée en puissance de forces armées de la République démocratique du Congo en vue du rétablissement de la paix sur l'étendue du territoire national, c'est l'une des recommandations de travaux du séminaire régional sur la guerre dans l'Est de la RDC. Ce séminaire marque donc les débuts des enseignements de la 7e session spéciale au Collège de hautes études de stratégie et de défense. On en parle dans ce reportage de Nicole Sessep. Les causes profondes des conflits armés en RDC, les perspectives militaires pour la pacification de la RDC, les missions des Nations Unies et les interventions régionales dans la guerre en RDC, l'image de cette guerre dans les médias nationaux et internationaux. Ces thématiques et tant d'autres étaient au centre des 3 jours de réflexion de ce séminaire régional sur la guerre dans l'Est de la RDC organisé par le Collège des hautes études de stratégie et de défense. Parmi les pistes des solutions pour le rétablissement d'une paix durable, on note. Il convient pour le pays de constituer une force de défense et de protection solide. Il faut véritablement travailler sur la montée en puissance de nos forces armées, car
Au-delà de la participation citoyenne des civils, le salut de la République démocratique du Congo viendra absolument de ses forces de défense et de sécurité. Comment exercer le leadership féminin dans la fin de la guerre? C'est vrai, nous avons 3 dimensions, 4 piliers. Le pilier militaire, diplomatique, politique, mais aussi et surtout la recherche et la veille stratégique. Cette guerre de plus de 30 ans dans l'est de la RDC doit amener à un véritable éveil patriotique selon le vice-ministre de la Défense nationale, Sami Adoubango Aoto. Je tiens à souligner la clarté avec laquelle les divers intervenants ont identifié la problématique. Et je parie qu'ils ont été à la hauteur des attentes des organisateurs et surtout de la RDC, qui en a tiré quelques pistes de solutions afin de résorber cette crise qui n'a que trop duré. Aux politiques de tenir compte du leadership féminin dans la résolution des conflits en République démocratique du Congo. Nous vous avons proposé il y a quelques semaines un grand reportage sur les dangers qui guettent la cité Maman Mobutu, menacée de disparition par des infrastructures en dégradation et des têtes d'érosion. Eh bien, la réaction des autorités ne s'est pas fait attendre. Le gouverneur de la ville de Kinshasa vient de lancer des travaux de réhabilitation. Les bruits des engins s'est fait déjà entendre sur place, nous dit Blaise Bokokia. Fini le suspense, fini les lamentations. Longtemps plongée dans un espoir désespéré, la cité Maman Mobutu voit ses artères désormais réhabilitées à l'instar de toutes les autres disséminées à travers la ville-province de Kinshasa. C'est un maître à l'actif du chef de l'exécutif provincial. Il s'agit de notre programme d'action d'urgence. Nous l'avons commencé depuis quelques jours. Nous avons signé avec M. Aaron Sefou, c'était AES, un contrat en bonne et due forme depuis le 8 janvier de cette année. Ici, nous sommes aujourd'hui, ici, à la cité Maman Mobutu, pour réhabiliter toute la voirie de cette belle cité Maman Mobutu. L'entreprise Aaron Sefou Asserel, qui préfinance et exécute ses travaux, a déployé ses engins et son personnel pour ce faire. Là-bas, c'est rien, ce n'est qu'un échantillon. On a tout. Le timing pour la durée des 10 travaux déjà connu. On va faire une célérité pour mettre la population dans de bonnes conditions. Mais le maximum que nous pourrons prendre, je crois que ça fait 6 mois. Ambiance bon enfant, un motif de fierté pour la notabilité de Mongafula. J'ai félicité le gouverneur de la ville de province de Kinshasa et tout ce qu'il a fait, en tout cas, que Dieu le bénisse. Visiblement, nous étions en face du gouverneur Jean-Tini Ngobila, très déterminé à la connectivité des différentes communes de Kinshasa. La tâche est certes difficile, mais pas du tout impossible. Car dit-on, quand on veut, on peut. Et cette information importante pour les usagers de la route de l'avenue de la démocratie ex-Willery. Sachez que cette avenue sera fermée au trafic dès ce dimanche 11 février dans la soirée, dans son tronçon compris entre l'avenue Taboulé et l'avenue du Livre. Les ingénieurs de l'OVD seront en plein travaux d'assainissement, des travaux qui démarrent donc ce dimanche et qui prendront fin le mercredi 14 février prochain. Le directeur provincial de l'OVD Kinshasa présente ses excuses pour le désagrément et prie aux conducteurs d'emprunter plutôt les voies de déviation prévues. On reste donc dans ce secteur des infrastructures pour vous montrer cette fois les images d'un autre chantier ouvert sur la route nationale numéro 1. C'est donc celui de curage de caniveaux sur cette route et de la réhabilitation de collecteurs sur l'avenue Salongo. Joël Makela. Les collecteurs situés au niveau de l'arrêt Salongo sur la route Bypass avaient cédé depuis cela 2 ans. Les travaux de réhabilitation de ces ouvrages sont en pleine exécution pour le sauvetage de la chaussée. Et les caniveaux construits le long de la route, la nationale numéro 1, ont besoin de curage. C'est une situation qui fait un casse-tête pour les usagers de la route. C'est aussi parmi les défis auxquels est confronté l'office de route. Mais avec la détermination et le savoir-faire du directeur général de l'office de route, Janoki Kangalangoy, tous ces défis sont en train d'être surmontés. La visite d'inspection effectuée sur ces chantiers par le directeur général de l'office de route était cruciale
dans la mesure où il a tenu personnellement à évaluer des travaux en cours d'exécution en vue de restaurer la chaussée. Nous avons commencé où il y a des travaux de construction d'un collecteur qui doit recueillir les eaux du quartier Salongo pour les canaliser afin d'éviter des dégâts liés à l'éparpillement de ces eaux. Nous appelons ici nos populations à un civisme. Les efforts que nous sommes en train de déployer sur le terrain sous l'impulsion de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, soit accompagné par un bon comportement civique. Et c'est ce qui va permettre aux ouvrages que nous sommes en train de construire sur le terrain d'avoir une longue vie. À Massangambila, dans la commune de Mongafula, un autre point chaud qui dérange. Les mesures sont prises pour reconstituer la chaussée. Cette situation met en lumière l'importance des actions entreprises par l'Office de route afin d'assurer la sécurité et la durabilité des infrastructures routières nationales en République démocratique du Congo. De ce journal magazine s'ouvre comme à l'accoutumée par le résumé de l'actualité présidentielle. Pierre Kibambeso Moïsa revient cette fois notamment sur l'audience accordée par le chef de l'État au président honoraire du Nigeria, Olusegun Obasanjo, et de la désignation de Augustin Kabouya comme un formateur pour mener des consultations en vue de dégager une majorité parlementaire. La situation sécuritaire préoccupante dans l'est de la RDC était au centre des entretiens que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a eu en début de semaine avec le secrétaire général adjoint de l'Organisation des Nations Unies en charge des opérations de maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix. Nous sommes déterminés du côté de l'ONU à faire en sorte que la communauté internationale, les conseils de sécurité à qui nous allons faire le rapport régulièrement, soient alertés des dangers de la situation de sécurité dans l'est de la RDC, a indiqué le haut fonctionnaire onusien. La question de désengagement de la MONUSCO a été aussi évoquée au cours des échanges. À la Cité de l'Union africaine, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, facilitateur de la CEAC pour la transition tchadienne, a présidé la cérémonie de signature d'un compromis politique entre le gouvernement du Tchad, représenté par le ministre Abderrahmane Koulamala, et l'opposant Mahamat Ahmad Lazima. Ces derniers a salué le leadership éclairé du président Félix Tshisekedi. Avec ces compromis politiques, nous pouvons retourner au pays, a déclaré l'opposant tchadien en exil depuis plus d'une année. En compagnie de l'homme d'affaires Aliko Dangote, l'ancien président du Nigeria, Olusegun Obasanjo, a été reçu par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Outre les félicitations présentées au chef de l'État pour sa réélection par la délégation, les échanges ont eu pour toile de fond des questions relatives au développement dans le cadre de la coopération du DRC Nigeria Business Council, qui consolide le rapprochement, la facilitation et l'intégration économique entre la RDC et le Nigeria. Une occasion pour le président honoraire Obasanjo de présenter au chef de l'État l'homme d'affaires nigérian Aliko Dangote. Celui-ci s'est dit prêt à investir massivement en RDC, notamment dans les domaines de l'agriculture et des mines. Augustin Kabouya, secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social, a été nommé informateur pour identifier une coalition majoritaire à l'Assemblée nationale. Le secrétaire général de l'UDPS a été reçu à la Cité de l'Union africaine par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. En sa qualité d'informateur, le CG Kabouya va consulter les partis, regroupements et personnalités politiques, toutes tendances confondues, appelées à siéger à la Chambre basse du Parlement. Il présentera les conclusions de sa mission au président de la République. La situation sécuritaire dans l'est de la RDC a largement occupé l'actualité traitée par notre rédaction cette semaine. La tenue du Mining Indaba en Afrique du Sud, le déroulement de travaux à l'Assemblée nationale sont là quelques autres sujets qui reviennent dans ce hebdo signé Peggy Mukunda.
pour permettre aux forces de défense de barrer la route à l'ennemi et de récupérer les zones encore sous son occupation afin d'y restaurer le plus vite que possible la paix. Le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, a tenu mardi 6 février un briefing co-animé avec le général-major Sylvain Ekenge, porte-parole des FARDC. Et pour remonter les morales des troupes engagées au combat contre les terroristes du M23 et leurs alliés rwandais, le vice-premier ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Jean-Pierre Bemba, séjourne dans la province du Nord Kivu, précisément à Sake. Les 26 commissions spéciales mises en place pour examiner et valider les dossiers des élus nationaux proclamés provisoirement par la CENI ont clôturé leurs travaux des commissions ce jeudi à l'Assemblée nationale. Il s'est tenu du 5 au 8 février la 30e édition de la conférence minière internationale Indaba en Afrique du Sud. Adopter le pouvoir du bouleversement positif, un nouvel avenir prometteur pour l'industrie minière en Afrique. Tel est le thème abordé au cours de ces grands rendez-vous miniers. La délégation congolaise a été conduite par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Contentieux à la députation nationale, la Cour constitutionnelle a rejeté en bloc les requêtes des invalidés par la CENI. Les 63 dossiers déposés devant les greffes, 35 ont été déclarés irrécevables, 24 irrécevables mais non fondés, tandis que 4 ont fait objet de désistements. À la réserve stratégique, le coordonnateur général des Ségreniers de la République a procédé au lancement de la vente des farines de maïs à travers le point de vente de 3 communes ciblées dont la capitale. Un sac de 25 kg revient à 32 500 francs congolais. La reprise du trafic ferroviaire entre Kinshasa et Matadi interviendra dans quelques jours après les travaux de grande envergure réalisés sur fonds propres de l'ONATRA avec l'appui du gouvernement congolais. Et pour terminer, les conseillers communaux viennent d'être installés à travers différentes communes de la capitale, à savoir que ces derniers auront la tâche de contrôler la gestion du bourgmestre et de fixer la modalité des taxes, impôts et autres. Je vous l'annonçais au sommaire de ce journal, les femmes des sciences sont en l'honneur ce 11 février dans le quotidien. Plusieurs préjugés pèsent sur la gente féminine orientée vers les sciences. Certaines résistent et persistent, d'autres désistent pour faire comme tout le monde. Nos reporters sont allés à la rencontre d'une jeune femme qui tient fermement à ses orientations. Bobette Ngali Samba l'a suivi ce week-end. Le monde célèbre chaque 11 février les filles et femmes de science, une façon pour l'humanité de souligner leur rôle dans les sciences en tant qu'agents de changement. Mais qui sont-elles? On fait référence aux femmes qui ont choisi des domaines dans les sciences, technologies, ingénierie et mathématiques, qui est un ensemble de disciplines techniques à caractère technique telles que la physique, la mécanique, l'architecture, la biologie, la robotique, l'intelligence artificielle, l'informatique. Lisette Toumba est l'une de ces filles qui rêvait depuis son enfance d'une carrière orientée sur l'intelligence artificielle. Son parcours scolaire et académique et aujourd'hui sa vie professionnelle en disent long. Pourtant, elle a bravé plusieurs préjugés et autres difficultés. Moi, j'ai fait les mathématiques informatiques à l'université de Kinshasa, à la faculté de sciences, où je suis d'ailleurs en train de faire mon 3e cycle dans les sciences des données et intelligence artificielle. Déjà, il y a un nombre de préjugés qui pèsent en fait sur la femme qui embrasse un des domaines des STEM, parce qu'on dit que ce sont des femmes considérées comme des extraterrestres. On pense qu'elle n'est pas mariable, on pense qu'elle n'est pas belle, on pense qu'elle ne va pas mettre au monde. Du coup, tout cela pèse aux côtés de manque de moyens financiers. Les femmes, soit elles ne veulent pas embrasser ces domaines-là, soit en cours de chemin, elles abandonnent pour faire autre chose. Pour elles, beaucoup de filles abandonnent faute de moyens. Les sciences sont des domaines d'avenir. Elles lancent
cette invitation. Ce que je peux dire à notre gouvernement, c'est d'accompagner ces femmes qui présentent déjà un intérêt à ces sciences-là ou qui veulent en fait se lancer dans l'un des domaines des STEM. Il est vraiment important d'accompagner les femmes, pas seulement l'État congolais, mais même tous les autres programmes d'accompagnement, de mettre l'accent, d'avoir un regard assez particulier sur les femmes qui font les STEM. À la jeune fille, je dirais qu'il ne faut pas avoir peur d'embrasser les STEM. Si l'homme est capable de le faire, alors nous les femmes on le peut aussi, d'autant plus que nous avons la même constitution, la même architecture du cerveau. Il n'y a pas assez de neurones dans le cerveau des hommes et pas chez la femme. Il est vraiment important de prendre les STEM à notre portée. Les sciences demeurent une passion pour Lisette qui aujourd'hui en 3e cycle fait un travail sur la détection du cancer par intelligence artificielle. Entre-temps, elle investit dans la formation des jeunes étudiants en informatique et gère le pôle informatique d'une université de la place. On connaît la médecine, la technologie ou encore la biologie comme science, mais depuis un temps, on parle beaucoup plus de l'intelligence artificielle. L'architecture l'utilise avec des maisons connectées, même les médias ne peuvent s'en passer. Comment comprendre cette science dans ses avantages et limites? On en parle dans ce dossier signé encore une fois Bobete Ngali Samba. Avec l'évolution rapide de la technologie, plusieurs opportunités s'offrent dans divers domaines de la vie humaine, à l'instar de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est un ensemble de techniques, mais également des théories développant des programmes qui permettent de simuler les traits de l'intelligence humaine. Généralement, c'est utilisé dans les systèmes d'informatique dynamique. Cette technologie révolutionnaire ouvre aux étudiants et aux professionnels de nouveaux horizons avec une touche toute particulière selon les experts numériques. L'intelligence artificielle est utilisée dans plusieurs domaines. Je peux parler de ce qu'on appelle la domatique, les maisons connectées. Donc, dans une maison, tous les appareils sont connectés à travers une application qui fonctionne avec Internet. Donc, on peut faire des commandes par reconnaissance vocale. On peut demander à son téléviseur de s'allumer, on peut demander à sa lumière de s'éteindre ou de s'allumer. Il existe également des petites applications de l'intelligence artificielle qu'on peut utiliser grâce à nos téléphones. C'est ce qu'on appelle des chatbots, des robots que l'on peut consulter pour nous donner des informations. Ça existe déjà depuis, je crois, 2015, officiellement, dans nos téléphones, dans nos ordinateurs, dans Windows. Maintenant, ils ont changé, ils ont Bing, c'est maintenant Copilot. Vous avez Siri sur les iPhones et avant, c'était Google dans d'autres téléphones Android. Là, on a développé beaucoup d'autres. De leur côté, les apprenants sont fascinés par toutes les découvertes à leur portée. Sur un certain contexte, c'est vraiment bien. Il y a certains graphistes qui ne sont pas forts en dessin. Pour certains d'entre eux, l'intelligence artificielle aide beaucoup. Ce que j'aime avec, c'est beaucoup plus l'originalité des images en fait. Dès que je génère une image, c'est un peu difficile de trouver ça chez une autre personne. Les inconvénients, il y en a beaucoup. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas attentionnés sur ce qu'ils font. J'aime produire de mes propres mains et que l'intelligence artificielle, pour moi, c'est une source d'inspiration à 20%. Et voici quelques démonstrations de l'intelligence artificielle. À travers cette application, je peux lui demander quelque chose. Ça peut être un cours de la communication visuelle. Je lance les messages et en quelques clics, le robot est en train de m'écrire mon cours. Vous avez là les sujets que l'on peut aborder, les principes, les designs, tout ce qui est vraiment lié à la communication visuelle. En un clic, le robot me permet de générer tout ça. Dans le monde professionnel, à l'heure actuelle, journalistes, médecins, architectes, artistes, tous recourent à l'outil devenu indispensable à leurs activités professionnelles. Premièrement, le métier du journaliste consiste à collecter, à traiter et à diffuser l'information. Et je pense que dans tous ces processus, l'intelligence artificielle peut nous être utile. Qu'on soit dans le média traditionnel ou dans le média numérique, il faut impérativement penser à l'intégration
l'outil que nous appelons l'intelligence artificielle. Dans le domaine médical, déjà, l'intelligence artificielle existe aussi. Il y a des scanners IRM qui nous proposent des traitements, qui nous dit exactement de quoi on souffre et ça nous dit même le nombre de jours qui nous restent. De tout ce qui précède, il n'est plus à démontrer que l'intelligence artificielle transforme des vies de ses utilisateurs, étudiants comme professionnels. Elle offre plusieurs avantages, notamment dans l'efficacité et le choix de prise de décision. Cependant, la vigilance est de mise pour une utilisation responsable de l'intelligence artificielle dans le respect strict de l'éthique de cette technologie en vue de booster l'éducation et les métiers. Le meilleur agent. On revient sur l'actualité justement avec les images de cette soirée de gala, la troisième du genre organisée par les plantations et huileries du Congo PHC. Un moment exceptionnel qui a vu plusieurs agents et cadres recevoir de brevets de mérite. F. Bazaïba, ministre d'État, disais-je, à l'environnement, a représenté l'État congolais à cette soirée. Autant couleurs, images et commentaires. Le meilleur agent construction qui est de Lokutu. Une habitude de sanctions positives devenue coutume chez PHC. Pour une troisième fois de suite, Plantation et Huileries du Congo a honoré ses meilleurs agents pour le travail abattu en 2023. Performance exceptionnelle, héros dans l'ombre au prix de la direction générale. Au total, 53 agents et cadres ont reçu cette reconnaissance de main de la directrice générale, Monique Disquès. L'année dernière, grâce à l'investissement de Couramo Capital Management et à leur insistance sur un leadership congolais, associé au dévouement et au travail exemplaire de chacun d'entre nous, nous avons surpassé nos performances, augmentant une production de plus de 30% pour atteindre 80 000 tonnes d'huile de haute qualité en 2023. Pour avoir aidé l'entreprise à battre ses propres records de chiffre de production avec 80 000 tonnes en 2023, le site de Yaligimba a été sacré meilleure usine au grand plaisir de l'actionnaire majoritaire Wale Adeosun. L'impact grandissant de l'entreprise sur les communautés locales a été salué par la ministre d'État à l'Environnement, F. Bazaïba, qui a participé à la soirée. Nous avons le devoir de pérenniser cette œuvre qui nous a fait grandir, cette œuvre qui a fait de nous ce que nous sommes. Ce géant congolais de la production d'huile de palme et d'huile palmiste a également contribué activement à l'agenda de la transformation agricole initiée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, en produisant les semences améliorées pour les agriculteurs. Et puisqu'on parle de mérite, sachez également que quelques dirigeants des entreprises publiques ayant excellé dans la qualité de leur travail ont été primés par la Réserve de la République. Il s'agit là d'une plateforme ayant pour but de défendre la jeunesse et soutenir les actions du chef de l'État. Jojondi Boukaboulou. La Réserve de la République est l'une des structures des jeunes Congolais ayant pour but la défense de la patrie, de la jeunesse et le soutien total aux actions du chef de l'État. Cette plateforme vient de célébrer à l'hôtel Hilton la victoire écrasante du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo après sa réélection à la présidentielle du 20 décembre dernier. Représentant la coordination de la Réserve de la République, son visionnaire Hervé Tontia, conseiller spécial du ministre de la Jeunesse, ainsi que Nathanaël Atibou ont circonscrit l'événement avant les allocutions de plusieurs autres personnalités politico-administratives. En signe d'encouragement et de motivation pour une jeunesse forte, quelques personnalités et dirigeants des entreprises publiques ayant excellé dans la qualité de leur travail, notamment le directeur général du FSPEJ, le directeur général adjoint de la RTNC, Adolphe Voto, représentant la directrice générale Sylvie Elengue, le directeur général de l'Institut national de préparation professionnelle, INPP, Godefroid Stanislas Chimonga. Un sentiment de gratitude. Tout le parcours que je fais, c'est au service de la jeunesse. Et aujourd'hui, à n'importe quel milieu que je me retrouve, je rencontre certaines autorités qui ont été encadrées par moi en présentant toujours les valeurs telles que l'espérance, l'émergence, surtout
la sincérité dans les engagements. Charles Okotolo Lakombe, PCA de la MIBA, a remis le trophée à la représentante de la mère biologique du chef de l'État, Maman Marthe Kassalo, primée pour avoir marqué toute une génération dans sa détermination et engagement en combattant aux côtés de son époux, Feu Étienne Tshisekedi. Sociologie électorale de la province du Congo central, thème à l'ordre du jour au cours d'une matinée scientifique tenue ce week-end. Plusieurs scientifiques ont réfléchi sur la question. La RTNC était en l'honneur avec un prix décerné à son directeur général adjoint. Dans cette salle pleine à craquer, plusieurs personnalités étaient présentes, notamment l'administrateur des territoires, le DG de la DGRKC, le DG de l'ISP, les chercheurs, les étudiants et d'autres invités des marques. La sociologie électorale de la province du Congo central, tel est le thème développé au cours de cette journée de réflexion qui a connu comme intervenants le professeur Daniel Mukoko Samba, le professeur Pamphile Mabiala, l'ancien gouverneur Simon Bachimbacha et l'honorable André Wameso. Dans son mot de bienvenue, le recteur de l'UCA, le professeur Germain Kounamaba, a exprimé sa ferme détermination de faire l'institution qu'il dirige une université solution. Nous voulons que désormais l'université Congo soit l'université solution pour les problèmes du Congo central, pour les problèmes de la RDC et pour les problèmes de l'Afrique. Pourquoi pas pour les problèmes du monde? Le premier orateur à intervenir était le professeur Pamphile Mabiala, célèbre historien et doyen de la faculté des lettres à l'université de Kinshasa. Il est revenu sur l'histoire des élections RDC, analyse de la sociologie du Congo central. Pour sa part, le professeur Daniel Mukoko Samba, PCA de l'UCA et directeur politique de la campagne du chef de l'État, a exposé sur quelles approches stratégiques pour une gouvernance étatique à la dimension de la vision du président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo. De son côté, l'honorable André Wameso, directeur adjoint du cabinet du chef de l'État, chargé des questions économiques et financières, a martelé sur la campagne du candidat numéro 20 dans le Congo central, défis, stratégies et résultats. L'exposé de l'ancien gouverneur du Congo central, Simon Floribert Mbachibachia, a porté sur les attentes du peuple Congo après le plébiscite historique du président Félix Tshisekedi au Congo central avec plus de 90%. Un mot de la justice avec ces images de la prestation de serment des magistrats et hauts magistrats, parmi eux des avocats généraux de la ville de Bukavu. Les magistrats et les hauts magistrats ont juré de respecter la Constitution et les lois de la République démocratique du Congo, de remplir loyalement et fidèlement, avec honneur et dignité, les fonctions qui leur sont confiées. Parmi les assermentés, l'on a noté les hauts magistrats de la Cour d'appel et du parquet général. Près cette cour, les magistrats du parquet de grande instance de Bukavu, mais aussi les nouveaux magistrats du parquet de grande instance et du parquet près les tribunaux de paix de Bukavu, ainsi que les avocats généraux. Ils ont tous soit prêté, soit encore renouvelé le serment statutaire devant la Cour qui en a pris acte. Cela est conforme au statut des magistrats qui les oblige de prêter serment avant leur entrée en fonction pour les nouveaux et le renouvellement du même serment pour les anciens magistrats. J'avais l'impression de rêver, donc c'est une réalité. C'est depuis 2023, le 6 juin, que le président de la République nous a nommés en tant que magistrats. Nous avons suivi la formation de 3 mois. On nous a affectés au parquet des grandes instances de Sud Kivu. C'était au cours des audiences publiques et solennelles qui ont eu pour cadre le beau dégât de l'hôtel-résidence et qui ont été rehaussés de la présence du ministre provincial de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Albert Labagne Moussambia, qui a représenté le gouverneur du Sud Kivu. Et un mot de la politique pour finir. Le haut représentant du chef de l'État, Tony Kankushiku, a reçu au siège des alliances des acteurs attachés au peuple une délégation composée de membres de la nouvelle société civile. Ce dernier plaide pour une implication en vue de l'organisation des élections dans le territoire de Massimanimba. On en parle avec Marie-Louise Kivulambela dans ce reportage.
La société civile de Masimanimba sollicite la réorganisation des élections législatives à Masimanimba et à Yakoma, annulées pour fraude électorale et vandalisme avant celle des sénateurs, du gouverneur et du vice-gouverneur dans les Kwilu. Des membres de cette organisation citoyenne venus de Masimanimba qui ont rencontré samedi à Kinshasa les hauts représentants de l'autorité morale du grand regroupement politique Alliance des acteurs attachés au peuple AAAP, Tony Kankushiku, ne comprennent pas que les sénatoriales et l'élection du gouverneur du Kwilu puissent avoir lieu sans la participation de leurs élus qui sont au nombre de 8 et alors que, disent-ils, c'est au tour du territoire de Masimanimba de présenter un candidat au poste de gouverneur. Nous sollicitons l'implication de l'autorité morale de AAP afin de s'impliquer pour nous aider afin que cette demande soit bénéfique à notre population de Masimanimba. Nous avons jugé utile de venir déposer les mémos, les rencontrer pour que la population de Masimanimba puisse se retrouver par rapport aux enjeux politiques de l'ère. Il a suivi nos préoccupations et il nous a promis qu'il va vraiment porter cet étendard afin que nous ayons réellement une réponse satisfaisante. Pour cette société civile, l'organisation des élections des sénateurs et des gouverneurs sans les élus provinciaux serait un complot contre leur territoire. Le haut représentant du chef de l'État, Tony Kankushiku, a entendu d'une oreille attentive ces plaidoyers des filles et fils de Masimanimba qui ont réservé un accueil délirant au chef de l'État lors de sa tournée électorale et qui a déclaré publiquement qu'il partait avec une dette envers les Kwilu. Cette délégation venue de Masimanimba a remis au haut représentant du chef de l'État un mémo contenant les desiderata. Rappelons que le calendrier électoral réaménagé par la CENI publié le 31 janvier dernier, il est prévu l'organisation des scrutins des sénateurs le 31 mars 2024 et ceux de gouverneurs et vice-gouverneurs le 7 avril 2024, alors que la réorganisation des élections législatives à Masimanimba et à Yakoma est fixée au 28 avril 2024. Ainsi donc se referme cette grande édition de Journal Magazine de ce dimanche. Je vous rappelle cette information importante pour les usagers de l'avenue de la démocratie ex-Willery. Cette avenue sera fermée au trafic de ce dimanche soir dans son tronçon compris entre l'avenue Taboulé et avenue du Livre. Les ingénieurs de l'OVD seront en plein travaux d'assainissement. Ces travaux qui démarrent donc ce dimanche prendront fin le mercredi 14 février prochain. Le directeur provincial de l'OVD Kinshasa présente ses excuses pour ce désagrément et prie aux conducteurs d'emprunter plutôt les voies de déviation prévues. Merci de votre attention soutenue. L'actualité revient à 23h, juste après la finale de la CAN, avec Joël Makela aux commandes. À toutes et à tous, une excellente soirée dominicale. RTNC, la grande édition du journal.